Quand on a déclaré et initialisé un tableau dynamique, on va bien sûr vouloir l'utiliser. Pour cela, on va pouvoir utiliser soit globalement le tableau, soit élément par élément. Pour utiliser un tableau globalement, ce n'est pas très fréquent, mais ça peut quand même être utile de temps en temps. On va simplement affecter globalement un tableau qui existait déjà au tableau que l'on veut manipuler. Donc ça va se faire simplement avec la syntaxe usuelle égale. Le mieux, c'est de prendre un exemple. Pour cela, on va donc avoir un tableau tab1 qu'on déclare au préalable et qu'on initialise avec ici 3 valeurs. C'est un tableau d'entier. Donc ce tableau tab1 va contenir au démarrage, on va l'appeler donc tab1, va contenir au démarrage 3 entiers qui ont pour valeur 1, 2, 3 par cette initialisation ici. Puis on va ensuite déclarer ici un tableau dynamique tab2 qui est le tableau vide. La déclaration qu'on a faite ici, comme elle n'a rien derrière, déclare un tableau initialisé à vide. C'est un tableau sans éléments. Puis ensuite, donc, on va faire différents traitements. Et enfin, à un moment donné, peut-être on aura besoin de faire une copie de tab1 dans tab2. Donc, on va faire une copie de tab1 dans tab2, ce qui fait que maintenant, tab2 va contenir les éléments 1, 2, 3. Et encore une fois, ceci est une copie. Donc, à partir de cette ligne-là, tab 1 et tab 2 vont continuer à vivre de façon séparée. Si je modifie tab 1, il n'y aura pas de modification sur tab 2. Si j'ai une modification qui arrive ici, il n'y a pas de modification dans tab 2. Tab 1 et tab 2 sont bien deux tableaux complètement séparés. Voilà pour l'affectation globale d'un tableau. Mais en général, on manipulera plutôt les tableaux élément par élément. Pour désigner un élément d'un tableau, on va utiliser la syntaxe suivante, le nom du tableau, suivi entre parenthèses carrées, entre crochets, de l'indice de l'élément dont on veut parler. Mais attention, les indices des éléments d'un tableau sont compris entre 0 et la taille du tableau moins 1. Ils commencent à partir de 0 et vont jusqu'à la taille du tableau moins 1. Si par exemple, j'ai un tableau à, disons, 5 éléments qui contient 4, 3, 2, 7, 1. L'élément 4, ici, accéder à cet élément, c'est l'élément qui a la position 0 dans le tableau. Si ce tableau s'appelle tab, ici, j'ai tab de 0. Pour désigner ce 4, ici, c'est tab de 0. Ensuite, j'ai tab de 1, ici, tab de 2, tab de 3, tab de 4. La taille du tableau, ce tableau, il a une taille 5. Le dernier élément du tableau, c'est tab de 5 moins 1, 4. Les indices vont bien entre 0 et la taille du tableau moins 1. Le premier élément du tableau est donc bien désigné par tab de 0 et le 10e élément du tableau est bien désigné par tab de 9 puisque on commence à 0. Et faites aussi très attention au fait qu'on ne contrôle absolument pas si vous débordez du tableau. Si par exemple vous écrivez, avec l'exemple précédent, tab de 10, personne ne vous dira que vous avez ici dépassé la taille du tableau. Donc faites bien attention lorsque vous écrivez quelque chose comme tab de i, à bien être sûr que i est bien compris entre 0 et la taille du tableau moins 1 ou strictement inférieure à la taille du tableau. Sinon, vous risquez d'avoir cette erreur fatale qu'on appelle segmentation fault qui indique une erreur d'accès à la mémoire. Je dis vous risquez de l'avoir parce qu'il n'est même pas garanti que le segmentation fault se produise. L'erreur est bien là, mais ce n'est pas sûr que le déroulement du programme va la détecter. En tout cas, si la détection se produit, à ce moment-là, vous aurez un segmentation fault avec l'exemple typique ici qu'on rencontre beaucoup dans des programmes de programmeurs débutants, qui est la suivante, c'est qu'on déclare ici donc un tableau de dynamique de double, que j'appelle V ici, qui est initialisé donc à vide, puisqu'il n'y a rien derrière la déclaration ici, donc c'est initialisé à un tableau vide. Donc ce tableau est strictement vide, il n'y a rien dedans, et c'est un tableau à 0 élément. Et puis ensuite, en général, bien sûr, le programmeur aura écrit ici un programme. Il fait rarement l'erreur juste directement derrière, mais l'erreur est quand même de ce type-là. Ensuite, il va écrire quelque chose comme V de 0 égale, avec une affectation, pour essayer de mettre 5.4 dans le tableau. Mais comme ce tableau est vide, on n'a même pas de V de 0. V de 0 n'existe pas dans un tableau vide. Et donc ici, vous allez avoir effectivement un segmentation fault. Une façon fréquente d'accéder aux éléments d'un tableau, c'est de les parcourir tour à tour.
c'est-à-dire d'itérer sur le tableau. On a en fait en C++ trois façons d'itérer sur un tableau. Depuis la nouvelle norme C++ 2011, on a une façon qui permet d'itérer sur l'ensemble des valeurs. Nous allons la détailler dans un instant. Vous pourriez aussi, bien sûr, avec l'itération que vous avez vue jusqu'à maintenant, le for classique, itérer sur les différentes positions explicites du tableau. Donc si j'appelle ces différentes positions tour à tour I, je vais faire une boucle en I. I, au départ, va démarrer avec la position 0, et puis ensuite va passer par exemple de 1 en 1 jusqu'au dernier élément du tableau. Le dernier élément, je vous rappelle si t est la taille du tableau, le dernier élément est indexé par taille-1. Donc on va faire ici une boucle qui va de 0 jusqu'à strictement inférieur à la taille du tableau. La question, c'est comment on va représenter cette taille, comment on va savoir cette taille, je vous le détaillerai aussi dans un instant. Je vous dirai aussi ce que représente ce nouveau type sizeT. Troisième façon, enfin beaucoup plus avancée et qui ne sera pas présentée dans ce cours, c'est d'utiliser ce que l'on appelle des itérateurs. Mais donc, une fois que vous voulez itérer sur un tableau, la question que vous pouvez vous poser, c'est laquelle des deux façons précédentes choisir. Dans la plupart des cas, je vous conseille de choisir la première façon de procéder, d'utiliser donc les itérations C++ 2011 que nous allons maintenant détailler. Si vous ne pouvez pas, alors à ce moment-là, vous utilisez une itération classique. Passons donc aux itérations introduites depuis la nouvelle norme C++ 2011. Ces itérations utilisent aussi le mot-clé for ainsi que la parenthèse ronde. Mais entre parenthèses rondes, nous allons cette fois-ci utiliser le séparateur 2 points au lieu du point virgule, et nous allons trouver deux parties au lieu de trois parties. Devant le 2 points, nous allons avoir ici la déclaration de la variable que l'on veut utiliser pour parcourir le tableau, et derrière le 2 points, tout simplement le nom du tableau que l'on veut parcourir. Si le parcours sur ce tableau doit modifier les éléments, alors il faudra rajouter entre le mot-clé ici réservé auto et le nom de la variable, rajouter donc le signe de modification, comme on utilisait pour indiquer à une fonction f que ses paramètres pouvaient être modifiés par la fonction. Je vous rappelle que si par exemple on a une fonction f qui prend un paramètre x que l'on veut modifier, alors ce qu'il faut faire, c'est le passer par référence. Et donc, on utilisait ici le signe de référence pour indiquer un passage par référence. Eh bien, c'est exactement la même chose ici dans ces boucles for. On va utiliser le signe de référence pour dire que le tableau parcouru pourra être modifié au travers de la variable utilisée pour le parcourir. Passons donc à un exemple. Supposons que l'on veuille manipuler un tableau d'entiers, qu'on va appeler âge ici au pluriel, qui est donc un tableau dynamique contenant des entiers, et qu'on initialise au départ avec 5 entiers, tous à la valeur nulle. Au départ, on va vouloir remplir ce tableau avec des valeurs demandées à l'utilisateur. Pour cela, on va parcourir le tableau avec une boucle for. Mais comme on va modifier le tableau, il est important de parcourir la boucle for ici avec le signe de modification, avec une référence sur le tableau. La syntaxe est donc la suivante. On va avoir le mot-clé for, suivi de la parenthèse ronde, suivi donc du nom du tableau, âge, qui est derrière le 2 points. Et devant, nous allons retrouver ici auto et le nom d'une variable. Donc ici, on déclare une nouvelle variable, âge au singulier, qui va parcourir le tableau. Ensuite, donc dans le bloc associé au for, il suffit d'utiliser cette variable âge ici, c'est le nom qu'on a donné à la variable pour parcourir le tableau, comme n'importe quelle variable, elle va, elle, tour à tour, parcourir les différents éléments du tableau. Elle va itérer sur le tableau étape par étape. Et chacune des étapes va donc afficher le message « Demander âge de l'employé suivant » pour demander l'âge et saisit dans cette variable âge ici qui tour à tour va donc passer sur les différents éléments du tableau. Ce qui va se passer, c'est donc la première fois que la boucle va se produire, on va être avec âge qui indique la première case du tableau. On va demander l'âge, supposons que l'utilisateur rentre un âge qui est 5. À ce moment-là, donc, on mettra 5 dans cette case du tableau. Puis, on va refaire l'itération, c'est le rôle de la boucle for que d'itérer, et donc à ce moment-là, âge va passer sur la deuxième position du tableau. Supposons que là, l'utilisateur rentre 7, à ce moment-là, on aura 7 qui va se mettre ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que âge ait parcouru tout le tableau. On pourra comme ça remplir tout le tableau.
Ensuite, on va pouvoir l'afficher avec donc une autre itération, une boucle itérative. Donc on commence ici par mettre un message pour dire qu'on va afficher le tableau des âges. Puis on va donc ici refaire une boucle itérative avec donc le mot-clé fort, les parenthèses rondes, le deux points qui séparent d'un côté le nom du tableau, âge au pluriel, et puis de l'autre côté une variable que je peux réappeler âge ici. C'est une autre variable âge, elle a une autre portée, elle aura la portée de la boucle for ici, alors que la variable âge précédente avait la portée de ce premier for ici. Et on utilise donc cette variable âge pour parcourir le tableau comme n'importe quelle variable. Simplement, ce qui va se produire, c'est qu'au début, cette variable âge va indiquer le premier élément du tableau, puis tour à tour parcourra les différents éléments du tableau. Donc on commencera par afficher ici 5, puis on affichera ensuite 7, etc. jusqu'à ce qu'on ait parcouru l'entièreté du tableau âge. Cette façon d'écrire les boucles est donc très pratique parce qu'elle est compacte. Il suffit simplement d'écrire le mot-clé fort pour dire que l'on veut itérer, de mettre le nom de la variable, deux points, le nom du tableau, comme on avait écrit donc précédemment. Tout simplement, écrire simplement for auto, dire qu'on a un âge qui parcourt le tableau des âges. Voilà, rien de plus à écrire, donc c'est très compact. Mais cette façon d'itérer ne permet pas d'itérer sur plusieurs tableaux à la fois, puisqu'en effet, on a ici qu'un seul tableau sur lequel on peut itérer. On ne pourrait donc pas, par exemple, comparer des tableaux ou réinsérer un tableau dans un autre, etc. On ne peut pas non plus accéder à plusieurs éléments puisqu'on a à un seul moment une seule variable qui indique une seule position. On n'a pas donc moyen de décaler, par exemple, les éléments d'un tableau en prenant un élément et son élément suivant dans une même boucle. Enfin, on ne peut pas sauter des éléments du tableau. Cette façon d'itérer passe tour à tour les différents éléments du tableau les uns après les autres. On ne peut pas sauter par-dessus un élément pour passer à un élément suivant. Si l'on a donc besoin de l'un de ces trois cas, itérer sur plusieurs tableaux, ou alors accéder à plusieurs éléments, ou sauter des éléments dans les itérations, il va falloir utiliser une autre boucle for, utiliser les boucles for que l'on avait vues dans le cours sur les structures de contrôle. Dans ce type d'itération for, on va typiquement avoir besoin d'indiquer la taille du tableau, par exemple pour indiquer le dernier élément qui a la position taille-1. Donc comment indiquer la taille du tableau? Pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle une fonction spécifique. En langage orienté objet, on parlera de méthode qui va pouvoir renvoyer la taille du tableau. Une fonction spécifique, c'est simplement une fonction qui est associée à chacune des variables et que l'on utilise de la façon suivante. Si j'ai une variable tableau dynamique qui s'appelle tab, pour connaître sa taille, je vais déclarer tab.size. C'est la fonction size qui s'applique à la variable tab. Tab étant donc le nom du tableau. Le type de retour de cette fonction spécifique size est un nouveau type que l'on appelle sizeT. C'est juste un int particulier qui a la propriété garantie par la norme de toujours être positif. Comme la norme nous dit que le type de retour de la fonction spécifique size des tableaux dynamiques est sizeT, vous devez déclarer, lorsque vous utilisez donc des variables pour stocker une telle taille, vous devez les déclarer de type sizeT. On écrira donc par exemple avec un for classique, comme on a vu dans le cours sur les structures de contrôle, en trois parties séparées par des points-virgules, la déclaration donc d'une variable de type sizeT, puisqu'on va y stocker la taille, qu'on va ici appeler i, qui va itérer jusqu'à la taille du tableau, donc ici strictement inférieure à la taille du tableau, puisque les index doivent aller jusqu'à taille du tableau -1, donc on va s'arrêter juste avant tab.size, et enfin dans la partie itérative, on va par exemple aller de 1 en 1. Donc si je prends l'exemple de tout à l'heure avec le tableau âge initialisé à 5 entiers tous nuls, on va par exemple pour les saisir avec une boucle classique, ici déclarer donc for sizeTi qui est un donc entier de type positif, donc de type sizeT, initialisé à 0, c'est-à-dire qu'on va commencer par le premier élément du tableau dont l'index est 0. Ensuite, partie test de l'itération tant que i est strictement inférieur à h.size, puisque l'index du dernier élément ici doit être la taille du tableau -1.
Donc on va faire strictement inférieur à h.size. Et puis par exemple, on va itérer de 1 en 1. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va donc demander et poser la question l'âge de l'employé. Ici, les humains comptant plutôt de 1 jusqu'à n, plutôt que de 0 jusqu'à n-1, on va ici afficher i plus 1, ce qui va donc afficher 1 en premier, puis 2, etc. jusqu'à n, si n est la taille du tableau. Et on saisira donc l'élément à la position i du tableau âge avec la syntaxe que l'on a vue sur les accès au tableau. Voilà, tout ceci fait peut-être un petit peu beaucoup. La prochaine séquence vidéo illustrera tous ces points sur des exemples typiques.